24 mai 2025, 29 degrés estimés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. La promotion des droits de l'homme dans les pays en voie de développement était au cœur des échanges d'un atelier cette semaine à Cotonou. Les assises ont réuni les acteurs et institutions nationales et internationales intervenant dans le domaine de la protection des droits de l'homme dans le monde. Suivez dans ce journal les précisions. Le mois de mai est dédié à la sécurité routière, couplé cette année avec la 8e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et la campagne de sécurité routière Yellow May, ainsi qu'il est baptisé, a motivé un atelier d'échange entre les acteurs du secteur routier. Des précisions à suivre et puis ouverture de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025. Les travaux rassemblent des membres du gouvernement et des responsables d'organisations syndicales et patronales autour des questions relatives à la situation des travailleurs au Bénin. Les détails dans un instant. À nouveau bonjour. À Cotonou, depuis mardi dernier, les acteurs et institutions nationales et internationales intervenant dans le domaine de la protection des droits de l'homme dans le monde réfléchissent sur les mécanismes de promotion de ces droits dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires au développement. C'est à travers l'atelier régional du Fonds d'affectation spéciale dédié à ces pays, une rencontre qui renforce la visibilité des actions du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies auprès du public. Voici les précisions. C'est le tout premier atelier régional consacré au Fonds d'affectation spéciale des pays les moins avancés et les petits États insulaires au développement qui est ouvert à Cotonou le mardi 20 mai 2025. Cette rencontre aura pour finalité la promotion de ces États à participer aux travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais avant, il est question d'évaluer les réalisations du Fonds, sa contribution à l'engagement des États parties en faveur des droits de l'homme. Le gouvernement du président Patrice Talon, sous le leadership et l'engagement commun du ministre des Affaires étrangères et du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, n'a ménagé aucun effort pour garantir la tenue de cette rencontre internationale dans des conditions optimales en vue de son succès. Depuis 2022, le Bénin siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les participants à cet atelier n'ont pas manqué de saluer son engagement. Le Bénin est d'ailleurs l'un des rares pays à avoir ratifié l'ensemble des principaux traités relatifs aux droits de l'homme et à s'acquitter régulièrement de ses obligations en matière de rapport aux ordres de traité. Nous connaissons bien la valeur de ce fonds auquel notre pays contribue et qui a permis à plusieurs de nos délégués de participer activement aux sessions du Conseil des droits de l'homme et de renforcer leurs capacités dans ce domaine de la protection et de la promotion des droits humains. Le développement durable ne peut se construire, vous le savez, vous l'avez suffisamment dit à cette tribune, sans une promotion effective des droits de l'homme. Et cette œuvre exige des efforts conjoints, des efforts soutenus. Les droits de l'homme sont universels, indépendants, indivisibles et facteurs de démocratie. L'atelier de Cotonou est une rencontre de partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les acteurs concernés par la question de la protection des droits humains dans le monde. Les discussions permettent également d'aborder les besoins spécifiques des pays les moins avancés et les petits États insulaires au développement généralement exposés aux crises économiques, sociales et environnementales. Yellow May ou Mai jaune, ainsi est baptisé le mouvement pour la prévention routière qui accompagne le mois de mai dédié à la sécurité routière. Et cette année, l'événement est couplé avec la 8e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et la campagne de sécurité routière au SRAO. Un triple événement célébré conjointement par le Centre national de sécurité routière et la police républicaine. C'est à travers un atelier d'échange organisé pour expliquer aux acteurs du secteur routier les mesures prises pour non seulement sécuriser davantage la route, mais aussi innover pour les e-paiement des visites techniques. Une journée bouclée par une opération de contrôle et de sensibilisation
contre les usagers amoureux de l'excès de vitesse. Voici le compte-rendu de Ulrich Kaba. Il est 15 h à Cotonou. Malgré les 42 degrés à l'ombre, ces hommes et femmes en uniforme bravent la chaleur de l'asphalte. La route semble dégagée, mais le radar de la police républicaine, bien à l'affût, n'aura aucune pitié pour les excès de vitesse. 81 et 66 en cours. C'est une mission conjointe de la police républicaine et le Centre national de sécurité routière pour le contrôle des vitesses sur le boulevard de la Marina. Quand l'usager se retrouve dans un espace aggloméré, qu'il puisse avoir le réflexe d'adapter la vitesse. En agglomération, 50 km, mais ici on a toléré 160 et pourtant vous dépassez encore les 60 km. C'est pas bon. Ce contrôle routier de sensibilisation est précédé quelques heures plus tôt d'un atelier d'échange au profit de divers acteurs du secteur routier. Une activité inscrite en droite ligne de la commémoration du mois de la sécurité routière Yelomé, couplée avec la Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et l'édition 2025 de la Journée sécurité routière OSRAO. Placée sous le thème « Sécurité des déplacements à pied et à vélo », l'actuelle semaine que nous célébrons a vocation à stimuler l'action au niveau national et local pour rendre la marche et le vélo plus sûrs dans nos pays. Le combat pour la sécurité routière ne peut être gagné que dans une dynamique collective. 2 communications ont meublé cet atelier. La première porte sur le contrôle-sanction de l'excès de vitesse au Bénin et la seconde sur les fonctionnalités de la plateforme e-paiement du contrôle technique automobile. Déjà, je vais commencer par demander aux collègues conducteurs professionnels qu'il faut vraiment un changement de comportement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que la police n'est pas là pour notre mal. Au contraire, c'est pour nous accompagner. C'est une période de sensibilisation accrue, d'éducation et d'action concrète qui s'ouvre. L'objectif est clair, renforcer la sécurité et réduire de manière significative le nombre d'accidents sur nos routes. On parle politique dans ce journal. Le président du parti, le libéral Richard Boniworo, est placé depuis la nuit du mercredi 21 au 22 mai 2025 sous mandat de dépôt. C'est une décision prise peu avant 3 heures du matin par le juge des libertés. Ceci après une audience au cours de laquelle le ministère public a requis la détention provisoire des mises en cause. Nous vous proposons dans le récit qui va suivre le résumé des faits. La décision est tombée peu avant 3 heures du matin, ce jeudi 22 mai 2025. Le juge des libertés a ordonné le placement sous mandat de dépôt de Richard Boniworo, président du parti Le Libéral, ainsi que ses 2 co-accusés. Selon les propos de Maître Hissène Yovogan, l'un des avocats de Richard Boniworo, malgré les plaidoiries de la défense, la justice a retenu la nécessité de maintenir Richard Boniworo et ses co-accusés en détention provisoire dans le cadre de la poursuite de l'enquête. Il se dit déçu, d'autant que les 3 personnes poursuivies en même temps que Richard Boniworo ne reconnaissent pas les faits. Malheureusement, il y a eu un mandat de placement, ce qui voudrait dire qu'il va en prison ce soir, contre toute attente, parce qu'on espérait qu'il sorte de là, parce que, en fait, de par ce que nous avons vu dans ce dossier, normalement, M. Boni n'a commis a priori aucune infraction, mais nous sommes toujours à l'étape de la poursuite, donc on aura l'occasion de développer devant les juges que monsieur ne mérite pas sa place en prison. Le président du parti Le Libéral et les 2 agents du ministère de l'Intérieur ont été arrêtés le 15 mai 2025 dans une affaire de corruption. Tout est parti de la sortie du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui, dans une déclaration, dit avoir été informé de ces faits de corruption avérés mettant en cause 2 cadres de son ministère. Il dit avoir diligemment instruit le directeur général de la police républicaine de faire interpeller les intéressés ainsi que le présumé corrupteur et d'activer la BEF pour clarifier la situation. J'ai par ailleurs suspendu les 2 cadres de leurs positions administratives respectives. 24 heures plus tard, le procureur spécial Près-la-Criette, dans le cadre de l'enquête pour corruption dans la délivrance du récépissé du parti Le Libéral, déclare que
Selon le directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance du parti Le Libéral du sieur Richard Boni. Il affirme n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA, une somme qui a été saisie lors d'une perquisition effectuée au domicile de ce dernier. Richard Boni aurait déclaré lors de l'interrogatoire avoir remis au total 7 millions de francs CFA en 3 tranches, 1 million avant le congrès du parti, puis 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA les 26 et 28 avril 2025. Les faits ainsi présentés s'analysent selon Mario Metonou en corruption d'agents publics. Il précise que les peines prévues sont de 5 à 10 ans, sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. Pour Maître Aounou Ayodele, un autre avocat de Richard Boni Oru, ce dossier donnera lieu à une instruction préparatoire nécessaire en raison de la nature de l'infraction qui est un crime. Alors pour s'en tenir au point de presse que le procureur spécial a donné, il a retenu la corruption. Il peut ne pas la retenir dans ses orientations et dans ses réquisitions, mais pour s'en tenir à cela, c'est que la corruption, c'est un crime. Et qui dit crime dit instruction préparatoire nécessaire, c'est-à-dire que le dossier va passer devant un juge d'instruction qui va faire une instruction qui est une sorte de continuité de l'enquête. Mais avant le déclenchement de l'affaire, Richard Boni Oru avait l'air bien convaincant quant à la démarche observée par son parti pour obtenir son récépissé de reconnaissance. C'était le 7 mai 2025 sur nos antennes. Nous sommes passés par plusieurs étapes, des péripéties. Mais nous sommes assez dignes pour ne pas nous retrouver dans la position victimaire. Pour ne pas nous victimer, nous chercher à nous victimiser et commencer par pleurer sur les réseaux sociaux pour dire oui, Talon m'a encore frappé, Talon m'a encore giflé, Talon m'a encore refusé de prendre mon truc. Nous, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes des personnes assez dignes. Richard Boni Oru passe sa première nuit en prison avec 2 de ses co-accusés dans une affaire très suivie par l'opinion publique nationale et internationale. Dans un autre registre, les plaintes insistantes des populations de Cotonou et environ ont fait sortir mercredi le ministre conseil aux infrastructures et au cadre de vie. Jacques Ayadji était dans un premier temps à Calavi, sur l'axe à Kassato, carrefour marché de Gros, puis à Aïbatan et Kadieron. Objectif: rencontrer les responsables en charge de l'exécution des travaux et chercher à comprendre les causes des nuisances dont les populations se plaignent. Parmi ces plaintes, il faut noter les inondations et les difficultés de circulation des populations. Le point de l'étape de Cotonou avec Virgile Rodéon. Sur l'axe à Kassato Carrefour marché de Gros de Calavi, Jacques Ayadji a été accueilli par le chef de la mission de contrôle de l'entreprise Artelia. Cet axe, submergé il y a quelques semaines par des eaux de pluie, reçoit la visite du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, venu comprendre ce qui a pu causer la stagnation. Le problème, c'était un problème de transit de l'eau des caniveaux vers le collecteur central. Au fait, le système d'assainissement qu'on a ici, on a des caniveaux au niveau du trottoir et ces caniveaux déversent l'eau dans un collecteur qui est au milieu de la chaussée sur le terre-plein central. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un amas de sable au milieu du collecteur, ce qui fait que l'eau du caniveau n'arrivait plus à rentrer dans le collecteur. C'est ce qui a causé la stagnation d'eau là. Et puis nous avons fait appel à Soya Satom qui est venu nous curer tout le caniveau et le collecteur. Et depuis ce moment-là, on n'a plus aucun problème. Jacques Ayadji s'est ensuite porté sur l'axe Carrefour à Djaha-Aïbatin en chantier. Ici, l'insuffisance des voies de déviation et leur non-entretien sont à l'origine des nuisances causées par les travaux, notamment les inondations et les difficultés de circulation des populations riveraines. Est-ce que vous êtes venu intervenir sur cette route-là, ce que vous appelez déviation, depuis que vous êtes en Guadeloupe? Ils sont venus travailler ici? Oui. Oui, au début. Oui. Oui. Maintenant, une déviation, vous connaissez son entretien. Oui. C'est une route fragile. Oui. Il faut faire ça de façon périodique. Oui. D'accord? Vous êtes une entreprise africaine. C'est vraiment
un bonheur pour le gouvernement de vous solliciter. Mais si vous travaillez mal, on sera obligé de ne pas vous considérer. Faites vos travaux correctement et n'entravez pas la circulation, ni à l'eau, ni aux hommes. Et ce n'est pas seulement parce que nous sommes venus ici. S'il y a d'autres points comme ça, il faut anticiper. Il ne faut pas laisser pour qu'après vous découvrez comme tout le monde. Maintenant, pour les riverains, là, les usagers de la route, faites un tracé normal avec des signalisations qui se rappellent. L'avenue du Canada Carrefour Franprix est la dernière étape de la visite du ministre conseiller pour le compte de Cotonou. À chaque arrêt, des instructions ont été données aux entreprises en vue de l'accélération des travaux. Après Cotonou, Jacques Ayadi s'est rendu toujours dans la journée du mercredi à Ekpé et plus précisément à Tchonvi sur l'axe Ouessi-Sekondji en cours de réalisation. Là-bas également, les populations souffrent de matière en raison notamment de la lenteur des travaux. Aussi éprouvent-elles d'énormes difficultés à aller et venir librement du fait de la quasi-inexistence des voies de déviation. On retrouve Virgile Rodin. La présence du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie à Tchonvi est une réponse aux nombreux cris de détresse des populations confrontées aux nuisances engendrées par les travaux de réalisation de l'axe Ouessi-Sekondji au titre du programme d'aménagement des villes au changement climatique. Accompagné du maire de Semekodji et du préfet de Lomé, Jacques Ayadi a parcouru tout le chantier jusqu'au pont de Fortune reliant Tchonvi à Sekondji. J'ai été très émerveillée par la disponibilité du ministre conseiller, l'écoute qui a caractérisé cette descente. J'avoue que mon pessimisme a cédé place à l'optimisme. Mais face à la lenteur historique qui caractérise l'exécution générale des travaux, lancée depuis le 2 novembre 2021, le ministre conseiller est plutôt déçu. Au lieu de faire 18 mois, on est à plus de 40 mois. Et on ne sait pas quand ça va finir. J'ai visité quelques chantiers aujourd'hui. Les deux chantiers problématiques que nous avons sont des chantiers qui sont issus d'appels d'offres. Je me suis soulagé un peu en allant visiter Semen Porto Novo qui n'a pas été fait par appel d'offres. Parce que le président a dit qu'il ne veut pas perdre de temps, il identifie des entreprises capables pour faire des travaux, il les confie directement les travaux et ça se passe très vite. Imaginez que c'est comme ça qu'on avait fait ici. Les travaux seraient terminés depuis 18 mois et les nuisances que les populations disent seraient terminés depuis. Hormis le retard, aucune voie de déviation n'a été aménagée par l'entreprise pour faciliter la mobilité des populations. C'est catastrophique pour ce que j'ai vu. Et les consignes fermes ont été données pour que cette déviation soit aménagée et entretenue. Je voudrais m'engager devant le ministre conseiller et dire que tout ce qui relève du niveau déconcentré sera fait. L'entreprise se donne une nouvelle rallonge de 4 mois pour parachever la préfabrication des pavés, le raccord des caniveaux, le terrassement et l'espace vert et livrer le chantier au mois de septembre. Je l'annonçais, on titre la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025 s'est ouverte jeudi à Cotonou, présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Les travaux rassemblent des membres du gouvernement et des responsables d'organisations syndicales et patronales autour des questions relative à la situation des travailleurs au Bénin. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Hugues Vingbe et Henri Ganti. Nouveau face-à-face entre exécutifs et représentants des travailleurs. Il s'agit de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025. Conformément au protocole préétabli, la séance est inaugurée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui procède à un rappel des préoccupations ayant cristallisé les débats lors des dernières rencontres. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que notre commission a tenu au cours de l'année 2024 2 séances de travail au titre de sa première session ordinaire les 24 mai et 2 août, ainsi qu'une session extraordinaire le 10 septembre. Ces réunions permettent d'aborder des sujets majeurs, notamment la problématique de la cherté de la vie,
et la présentation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH. La session extraordinaire, quant à elle, a été consacrée à la préparation de la rentrée scolaire universitaire 2024-2025 pour en assurer le bon déroulement. Entre restrictions des libertés syndicales, reversement d'argent public, non-paiement d'émoluments et autres sujets, s'en est suivi une présentation photographique de l'état des lieux de la situation des travailleurs par les responsables d'organisations syndicales. Les AME, dont la première promotion est recrutée depuis 2019, ne sont toujours pas reversés malgré les multiples promesses du gouvernement. Jusqu'à ce jour, certains enseignants reversés de 2008 vont toujours à l'école sans contrat et sans salaire. Les agents de santé connaissent aussi le même sort. Ils attendent en vain leur contrat de reversement. Je m'en voudrais de ne pas dénoncer la fermeture d'un centre de santé confessionnel à Papa de Domaine, le centre Padre Pio, qui dessert une zone où résident pour la plupart des populations très pauvres. L'ordre du jour de cette session s'articule autour des doléances des travailleurs au titre de l'année 2025 transmis en amont au gouvernement. Les travaux sont annoncés pour durer 3 jours. Cotonou a abrité pour la première fois le plus grand rendez-vous financier en Afrique. Il s'agit du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation organisée du 22 au 23 mai 2025 par Afrique Créance. Cette 4e édition a réuni à Cotonou les différents acteurs de l'industrie bancaire et financière du Bénin et d'ailleurs. Son objectif, fédérer les énergies pour favoriser l'émergence d'un écosystème financier africain dynamique et innovant. Plusieurs activités étaient au rendez-vous de la première journée du FONI 2025. Les précisions dans ce compte rendu de Ingrid Day, présenté ici par Candidon Reta. À ces assises voulues par Afrique Créance se mènent des débats riches et constructifs dont le but est de générer des idées novatrices et des solutions concrètes pour favoriser une croissance économique inclusive et durable sur le continent africain. Cette 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation réunit à Cotonou les forces vives de la finance africaine et internationale. Je souhaite que ce forum soit un moment d'inspiration, mais aussi d'engagement et de co-construction, et qu'il fasse émerger des idées nouvelles et concrètes et des partenariats solides au service du financement inclusif, plus intelligent et plus africain. Le FAGAS que je dirige reste mobilisé, fidèle à sa vocation d'institution de développement entre l'Afrique et le reste du monde. La PBEF Bénin, que je représente ici, se tient disponible pour accompagner les recommandations qui seront issues de ces 2 journées de travaux en vue de poursuivre sa mission qui est de financer l'économie dans toutes ses dimensions. Ayant pour thème financement du secteur privé et digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique, cette plateforme de dialogue met un accent particulier sur la mobilisation des marchés financiers et de l'épargne pour renforcer le financement du secteur privé en Afrique. Le FONI 2025 se veut être aussi un espace de concertation, de partage d'expériences et de réseautage entre les acteurs de la finance et du numérique. 2 secteurs complémentaires désormais indissociables. Il mettra en lumière les fintech et PME qui innovent au quotidien dans le numérique et soutiennent le développement du secteur financier en Afrique. Les métiers de l'intermédiation et les métiers connaissent et leur rôle dans la recherche de financement au profit des entreprises africaines. Outre les discours protocolaires et les différentes communications, la cérémonie inaugurale du FONI est marquée également par plusieurs autres activités. Il s'agit entre autres de la remise de prix aux institutions financières qui impactent positivement l'écosystème financier africain.
On parle droits de l'homme à présent. L'Institut national de la femme a reçu mercredi dans ses locaux à Cotonou le président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Jürg Laubert, en mission au Bénin pour rencontrer plusieurs personnalités dans le cadre de la promotion et du renforcement des droits fondamentaux et pour un atelier dont la session se tient pour la première fois en Afrique. L'objectif de la visite du diplomate onusien est d'échanger entre autres avec les responsables de l'INF et de mieux connaître l'Institut, sa mission, ses activités. Voici un extrait des propos du président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU après sa visite à l'INF. Il est au micro de Wouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. La présidente et son équipe ils ont présenté les activités de l'Institut, ce qui nous a fort intéressés et impressionnés. On a fait un tour des lieux aussi qui étaient ouverts tout récemment. Après, j'ai pu présenter à la présidente et son équipe les activités du Conseil des droits de l'homme. J'ai pu rassurer la présidente que les questions de discrimination de tout genre, y compris sur la base des genres, orientation sexuelle, religion et autres, c'est vraiment au centre de l'activité aussi du Conseil des droits de l'homme. Et j'ai aussi encouragé la présidente à travers l'équipe béninoise à Genève au Conseil des droits de l'homme de partager l'expérience que vous faites avec cet institut pour que d'autres pays puissent en profiter de cette belle expérience. Le Conseil lui-même offre une plateforme pour que tous les pays membres, les pays observateurs peuvent arriver pour partager leurs préoccupations, mais aussi leurs expertises nationales. Alors, s'il y a des exemples positifs pour adresser la question de l'égalité des genres, comme par exemple ici au Bénin, c'est utile pour les autres pays de les entendre, de les écouter dans le contexte de ce Conseil des droits de l'homme. Après, il y a le pilier coopération technique qui fait partie du mandat du Conseil. Alors, s'il y a des besoins au Bénin, à l'Institut pour un soutien financier, soutien technique, pour encore renforcer les travaux ici, le Bénin peut s'adresser au Conseil et puis on va faire de sorte que ce soutien puisse être assuré pour le pays, mais en particulier pour l'Institut. À sa suite, la présidente de l'Institut national de la femme a également livré aux hommes des médias ses impressions sur cette visite rendue à l'INF. On l'écoute toujours au micro de Wouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. C'est vraiment un grand honneur pour l'Institut national de la femme de recevoir dans ses locaux le président de la plus haute instance au niveau international de la promotion de la protection des droits de l'homme. Je n'ai pas manqué de féliciter Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme. C'est le 9 décembre 2024 qu'il a été élu. Je l'ai félicité pour cette élection et connaissant son parcours, je ne doute pas que son mandat sera excellent. Je dis aussi que c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli le président du Conseil des droits de l'homme parce que parmi les États membres des Nations Unies, le Bénin fait partie de ceux qui sont le plus à jour, totalement à jour du dépôt de la soumission de nos rapports périodiques. Il faut rappeler que le Bénin siège au Conseil des droits de l'homme depuis 2022 et c'est avec un bon brin de fierté qu'on peut dire que nous faisons bonne figure devant le Conseil des droits de l'homme. La discussion a porté vraiment sur la présentation du modèle Institut national de la femme, le statut juridique, la mission, les attributions, le pouvoir spécial d'ester en justice, de pouvoir s'auto-saisir et de pouvoir accompagner les victimes devant les administrations et les juridictions. Le parcours d'une victime qui vient à l'Institut national de la femme a été décrit. Le maillage territorial grâce auquel l'Institut national de la femme, par le biais de ses points focaux et antennes départementales, assure la disponibilité de ses prestations, de ses services, de sa présence sur l'ensemble du territoire a été décrit. Et nous avons, avec beaucoup de plaisir, reçu les encouragements du président du Conseil des droits de l'homme. Je voudrais par la même occasion remercier l'ambassadeur d'un représentant permanent du Bénin près les Nations Unies qui accompagnait le président et dire que le modèle Institut national de la femme
tout en étant en construction, sera largement partagé au niveau international par l'entremise du Conseil des droits de l'homme, tant il est vrai que ce genre de modèle, nous en avons besoin, particulièrement en Afrique, pour vaincre tous les obstacles qui depuis longtemps se dressent devant la lutte contre la violence à l'égard de la femme et la promotion du leadership féminin. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes.